Vous écoutez un podcast cinéma du Centre des Arts d'Anguin-les-Bains. Donc l'idée de cette interview, c'est de revenir un petit peu plus spécifiquement voilà, sur la personnalité de Pasolini. Qui était-il, son parcours, sa spécificité. Donc il a fait des films dans les années 60-70. Et donc je vais vous passer la parole peut-être pour nous le présenter un petit peu voilà, de manière synthétique. Je voulais juste rappeler, Alain Bergala, que vous avez été critique, enseignant, oui, professeur d'université, cinéaste également. Vous avez publié de nombreux essais et que vous êtes, on peut dire, spécialiste entre autres de Pasolini, hein, puisque vous avez fait le commissaire d'une exposition à la Cinémathèque. Ça a été un homme totalement multiple, Pasolini, dans ses activités. Bon, d'abord, c'est quelqu'un qui, quand on mesure la masse de travail qu'il a fourni dans sa période active, il est mort jeune finalement, c'est hyper impressionnant. C'est-à-dire qu'il a été à la fois écrivain important, essayiste, il a été à la fois intervenant d'analyse politique, y compris dans les journaux, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui était réfugié dans son bureau. Il était présent sur le terrain à peu près tout le temps, et évidemment cinéaste. Mais en France, finalement, si on demande à quelqu'un qui est Pasolini, c'est un cinéaste. Or, lui, toute sa vie, s'est considéré comme un écrivain et un penseur. C'est-à-dire le cinéma. À un moment, il s'est emparé du cinéma parce que ça correspondait à son envie de s'adresser directement sans la traduction du langage. Si vous voulez. Il pensait que le cinéma était une façon très directe de faire passer, enfin de montrer les choses et de faire passer du sens. Donc, il a été très fasciné par ça. Il a même abjuré un peu l'écriture, mais en fait, c'était une fausse abjuration, comme toutes les abjurations de Pasolini. Pasolini était quelqu'un qui était toujours en état de tension. Il abjurait et après il disait je me suis trompé. Il abjurait l'abjuration. Donc c'est quelqu'un qui était sans arrêt en mouvement, réellement, intellectuellement, physiquement. C'est quelqu'un qui ne s'est jamais arrêté. Alors Pasolini, on peut le dire comme ça, aujourd'hui, c'est le dernier grand intellectuel italien. C'est-à-dire qu'il n'y a pas eu depuis Pasolini quelqu'un qui ait eu sa présence, sa force et sa façon d'analyser la société et la situation italienne. Et les Italiens le savent. Je veux dire que moi, je vais beaucoup en Italie. C'est clair que Pasolini, pour eux, reste l'intellectuel qui compte encore aujourd'hui pour comprendre la situation italienne d'aujourd'hui, parce qu'il a produit énormément d'analyses et il était en avance, j'ai envie de dire, sur l'évolution de la société italienne. Donc, tout ce qu'a dit Pasolini, aujourd'hui, c'est plus que confirmé par l'état de l'Italie. Euh, donc, ça ne veut pas dire que c'était un visionnaire, ça veut dire que ces analyses étant très, très fortes, elles se sont prolongées après sa mort. Enfin, ça permet encore de penser, voilà. Les analyses de Pasolini permettent encore de penser aujourd'hui, y compris en Italie, et ça reste très, très, très important. C'est pas quelqu'un qui, on se dit, bon, il est mort en 75, oui, on se rappelle, tandis que sa pensée reste vivante et active. Donc, c'est assez rare dans un pays qui ait quelqu'un comme ça. Est-ce que peut-être vous pourriez revenir sur la nouveauté finalement qu'a apporté Pasolini dans sa manière d'aborder le cinéma, comme vous l'avez un petit peu expliqué sur Hackathon. Mais ce qui m'aurait intéressé, c'est de savoir quelle était finalement la différence de son cinéma avec le néoréalisme, en fait. Puisque finalement, est-ce qu'il y a une filiation? Est-ce qu'il y a une rupture? Quelle est vraiment voilà, sa position à ce moment-là, en 61? Qu'est-ce qu'il apporte? Bon, il sait qu'il est objectivement la génération d'après. Il sait que sa place, c'est celle-là. Et bon, il y a quand même un très beau poème sur quand il était très jeune et qu'il a découvert Rome, ville ouverte. C'est-à-dire, pour lui, c'est une espèce de révélation. Mais pour lui, assez vite, l'idée que le cinéma serait fait pour attraper le réel dans la durée, à la façon de Rossellini, c'est pas ça dont il a envie.
et il va se détacher du rossellinisme, sauf évidemment dans Uccellacci e Uccellini, qui est un film 100% rossellinien, qui est exactement comme Saint François d'Assise. C'est-à-dire il y a un côté franciscain rossellinien dans ce film-là, mais sinon, il sait qu'il a hérité de ça. Et quand il tourne Mamma Roma, c'est évidemment pour ça qu'il veut Anna Magnani dans son film, et il se trompe. Et il le reconnaît, c'est-à-dire il dit « je me suis très mal entendu avec Anna Magnani, pas la personne, le type de cinéma dans lequel elle était habituée de jouer. » Et notamment, Magnani, il était hors de question de lui dire quoi que ce soit, elle se lançait dans le plan, elle se lançait dans la scène, et elle avait le temps. Et quand Pasolini lui disait « bon là, le plan va faire 10 secondes », elle ne supportait pas. Il y a eu beaucoup de bagarres avec elle sur le film, mais même si, en tant que personne, évidemment, ils étaient parfaitement... ils n'étaient pas en conflit. Le conflit portait sur qu'est-ce que c'est que le cinéma et qu'est-ce que c'est qu'être un acteur ou une actrice dans le cinéma. Donc, il a un peu regretté. En même temps, pour moi, c'est un des plus beaux films de Pasolini. Donc, les regrets de Pasolini, c'était lui par rapport à l'idée qu'il se faisait, disons, de son cinéma. Alors, sur le cinéma de Pasolini n'est pas un. Il y a au moins 4 périodes qui correspondent aussi à son évolution politique ou à ce qu'il attend de l'art. Donc la première période, effectivement, c'est celle de Acatone, Mamma Roma, La Ricotta, qui est un film très très fondamental. L'idée à ce moment-là, c'est les Gramsciennes, c'est-à-dire le peuple ne peut pas se raconter, parce que le peuple n'a pas forcément les outils linguistiques ou cinéma, et donc je raconte le peuple parce que moi j'ai les outils, mais je suis totalement au service de ce que je dois raconter, ce que le peuple voudrait raconter. Donc ça, c'est une posture sur les 3-4 premiers films, à une époque où il pense qu'il y a encore du peuple italien, qui a encore une culture populaire. Ça va être le fondement de tout. Il pense à ce moment-là que faire des films comme il les fait, ça peut rentrer directement dans la culture populaire. Et il va très vite déchanter, parce qu'en gros, hein, la fracture dans le cinéma et dans la pensée de Pasolini, c'est lorsqu'il comprend que la société de consommation est en train de totalement attraper toute la société italienne. Et à ce moment-là, il dit c'est fini, le peuple est devenu petit bourgeois, le peuple est dans la même idéologie, il n'y a plus d'idéologie populaire. Il n'y a plus de différence entre les gens du peuple et les autres. Et il dit finalement, c'est le nouveau fascisme. Pour lui, le nouveau fascisme, c'est la télévision et la consommation. Il a un absolu de la consommation. Il dit, avec la consommation, tout le monde devient idiot et pense comme tout le monde. Il n'y a plus la résistance d'une culture populaire. Donc à ce moment-là, il dit, j'arrête ça. Je ne vais pas faire des films qui vont devenir des objets de consommation. C'est ça. Et à ce moment-là, il va faire le contraire de ce qu'il a fait au début, c'est-à-dire il fait Théorème, Porcherie, Médée, c'est-à-dire il fait des films qui demandent de la culture, qui demandent à être lus, compris, y compris des paraboles comme Théorème, ou des films mythiques, c'est-à-dire Dix Rois, etc. Donc, il arrête avec l'idée que le cinéma est fait pour être immédiatement accessible au peuple, puisqu'il dit le peuple c'est fini, y compris les jeunes, c'est-à-dire ils ne croient plus à rien. Enfin, il y a un moment de terrible déception. En ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait? D'abord, il part. Dès qu'il peut, il quitte l'Italie, il va dans le tiers-monde. Parce que pour lui, dans le tiers-monde, il y a encore une culture populaire et une culture paysanne. Parce que lui, son mythe, c'est ce qui a été important dans sa jeunesse, c'est Casars, c'est-à-dire c'est le village de sa mère, paysan, etc. Et là, il était de plein pied avec une culture populaire qui a un sens du sacré. Voilà. Et après, pour lui, tout ça, c'est fini en Europe, et encore plus en Italie, et il va le chercher dans le tiers-monde. Il va le chercher en Afrique, il va le chercher, donc il ne va pas arrêter de faire des allers-retours. C'est comme s'il avait envie de se sauver un peu de l'asphyxie italienne en faisant ça. Donc ça, c'est la période un peu... c'est pas élitiste, parce que c'est pas ça du tout l'idée. C'est pas de faire un cinéma élitiste, faire un cinéma
qui nécessite de comprendre, qui nécessite de réfléchir, qui nécessite de décrypter un peu, par exemple, la parabole de théorème. Donc, à un moment, quand il est au fin fond de la déprime sur ce qu'est devenu la société italienne, il va avoir un rêve, c'est de faire 3 films innocents. 3 films sur le sexe, mais le sexe innocent, le plaisir, quelque chose d'un peu comme ça, avant presque le catholicisme. Et donc, il fait sa trilogie, qui est le Décaméron, les Contes de Canterbury et les Mille et une nuits. Et évidemment, ça a du succès. C'est-à-dire la seule fois où Pasolini a eu vraiment du succès public, c'est avec ces films-là. Parce que les gens y allaient pour de mauvaises raisons. Ils y allaient pour des raisons, effectivement, ce qu'ils imaginaient être un spectacle avec du sexe. Évidemment, c'est tout à fait autre chose. Et alors, une fois il passe beaucoup de temps, hein, il passe 4 ans à faire la trilogie. Et comme ça marche, il n'a pas de mal à les produire. Et au bout de ces 3 films, il se dit, j'ai fait entièrement fausse route. Et il abjure la trilogie de la vie qui est à peine finie. Il dit, j'aurais pas dû faire ça, c'est idiot de faire des films qui racontent un état du monde et des rapports entre les gens et du sexe qui n'existe plus. Vous voyez, tout est marchand et tout est consommation. Donc il abjure la trilogie de la vie. Et là, il y a 2 choses parallèles. Juste avant sa mort, il commence un énorme roman qui s'appelle Pétrole, dont il pensait qu'il ferait 2000 pages. Donc, c'était costaud. Et il vivait comme ça. C'est-à-dire, parce que Ninetto raconte, quand il voulait vraiment travailler beaucoup, il allait chez Ninetto, il allait à la chambre au-dessus où il habitait, et il écrivait toute la nuit. Et le matin, il descendait l'escalier et il disait à Ninetto, regarde, j'en suis à 2 kilos. Il mesurait quantitativement ce projet. Ce projet s'est arrêté avec sa mort, mais il n'a pas commencé par le début et continué au fil de la plume. C'est-à-dire il a fait des morceaux comme des feuilles d'artichaut. C'est-à-dire que le livre, il n'est pas fini, mais il est entier, si j'ose dire. C'est-à-dire que quand on voit la structure du livre, on peut très bien imaginer ce qu'aurait été le livre et ça ne gêne pas. Je veux dire, c'est pas comme souvent on édite des choses après la mort des gens. Là, le projet était tel que le livre permet de... Alors, Pétrole, c'est un des plus grands romans du siècle dernier, hein, c'est clair, mais il n'a pas eu la réputation qu'il aurait dû avoir. Il n'a pas eu le retentissement qu'il aurait dû avoir. Alors, dans Pétrole, il essaye de comprendre tout. De la société italienne, les questions du terrorisme, les questions du pétrole, puisqu'en Italie, la question centrale, ça a été le pétrole, puisqu'il était producteur de pétrole. Il essaye de tout attraper, de tout relier, y compris la question des vies individuelles, du rapport au sexe, du rapport... Donc, Pétrole, c'est un livre absolument somme, et en même temps, il pense son dernier film qui est Salo, qui ressemble à rien de connu dans l'histoire du cinéma. Salo, c'est un film incroyablement unique et extrême. Quand on voit Salo, on est sans arrêt rejeté du film. Ce qu'on voit est tel qu'on ne peut s'identifier à rien. C'est un film qui dit au spectateur ne rentre pas, juge, enfin, vois où on en est. Voit où on en est par rapport au pouvoir, par rapport à tout ça, aux injonctions, par exemple aux injonctions sur la sexualité et tout ça, puisque Pasolini, par rapport à ça, par exemple, c'est une de ses contradictions, si on peut dire, il a été contre l'avortement. Parce que pour lui, ça faisait partie des accommodements de la société par rapport à un sexe consommable. Pour lui, ça allait dans le mauvais sens. Bon, il a été parfois assez proche de Jean 23, enfin sur la pensée. C'est quelqu'un qui était... Alors, c'est très important. Pasolini a eu une pensée à lui. Évidemment, elle a été très nourrie du marxisme, puisque dans sa jeunesse, il est marxiste, mais comme il est italien et comme il est dans une zone, disons, plus agricole, il est gramscien. Puisque Gramsci, la différence, évidemment, c'est que Marx pensait que la révolution viendrait des ouvriers, et Gramsci pensait Marx avait un peu de condescendance par rapport aux paysans. Les paysans n'est pas une classe révolutionnaire, et Pasolini dit oui, au contraire.
pour moi, le salut viendra des paysans. Donc, oui, je reviens un peu à Salo. Salo, c'est un des films les plus limites de l'histoire du cinéma. Et parfois, quand on veut revoir Salo, on ne sait pas si on ira au bout. C'est un film qui oppose une telle résistance à l'empathie, parce que les personnages, tout ce qu'on voit est tellement horrible qu'on ne peut pas avoir d'empathie pour ce que l'on voit. Donc c'est un film comme ça. Il n'a pas tout à fait fini, Salo, puisque, enfin, il a monté, il a commencé le mixage, mais il a été assassiné juste avant que le film soit vraiment fini. Et il y a des hypothèses selon lesquelles Salo a fait partie des causes de son meurtre, puisque au moment où il tournait, où il montait Salo, il était harcelé de lettres anonymes. Il y avait beaucoup de puissance en Italie qui ne voulait pas que Salo existe. Donc c'est un film qui a remué l'Italie avant même qu'il soit fini, si j'ose dire, à ce moment-là. Voilà. Donc ça veut dire que c'est le contraire de la trilogie de la vie. C'est-à-dire, après avoir fait des films innocents, il fait le pire des films sur voilà ce que c'est le pouvoir aujourd'hui. Et voilà comment vous êtes, vous, par rapport au pouvoir, qui est un pouvoir économique, sexuel, c'est un pouvoir total, le pouvoir des personnages, disons, qui organisent le truc de Salo. Est-ce que, enfin, moi, je suis encore fasciné aujourd'hui par l'importance en fait que pouvaient avoir des films comme ceux de Pasolini dans la société dans les années 60 et 70. Et d'ailleurs, Salo, comme vous dites, c'est un film qui est encore très difficile à regarder. Euh, voilà, parfois je me demande il existe des films aujourd'hui qui pourraient avoir une telle importance, de telles répercussions en fait, politiques, etc. Et ma question, ça serait, est-ce que revoir Salo aujourd'hui, est-ce que ça dit encore quelque chose de notre société ou est-ce que c'est un film enfin, qui reste un petit peu prisonnier de son époque? Bon, d'abord, voir Salo reste une expérience limite. Je veux dire, il y a des films, à un moment, on en a parlé comme quelque chose de radical, et puis quand on les voit 20 ans après, ils sont totalement assimilés. Salo, non. Salo est inassimilable, enfin, je pense, y compris pour les pasoliniens, pour les gens qui connaissent bien l'œuvre et tout, il y a quelque chose qui résiste. Alors, quand on dit tout ça, il ne faudrait pas penser qu'il a fait ça pour faire un scandale. Il s'en fout. Je veux dire, il fait ça pour dire au spectateur, regarde où tu en es. Regarde dans quoi tu vis. Regarde l'Italie actuelle et donc pas d'empathie. Or, le cinéma repose sur l'empathie, enfin, ou sur l'identification. Là, il n'y en a pas du tout. C'est le film, je pense, où il y a le moins de possibilités d'identification empathique, parce qu'on le voit. Le film nous maintient comme ça, disons, en dehors. Alors, je pense que la force politique, enfin, ou d'analyse des films de Pasolini venait du fait qu'il n'était pas que cinéaste. C'est-à-dire qu'il était en même temps analyste politique, il était polémiste, il écrivait dans les journaux, etc. Il était enquêteur, puisque l'histoire finalement, dans Pétrole, et dans un entretien qu'il donne peu avant de mourir dans un journal, il dit « Je sais qui sont les responsables qui ont fait tel ou tel attentat à Italie. » Et évidemment, on ne sait pas s'il le savait vraiment ou pas. En tout cas, ceux qui étaient responsables des attentats, eux, ils se sont dit, ça va mal. Et c'est pour ça que sans doute, ils ont payé le pauvre Pelosi pour massacrer Pasolini. Donc, y a plein de... C'est pas de la parano, hein, mais je veux dire, ça fait quand même, il y a énormément de gens qui cherchent, qui analysent et qui décryptent. Et évidemment, il y a quelque chose qui a à voir avec la peur que Salo dise des choses et que Pasolini après explique. Ils disent voilà ce que c'est le terrorisme, etc. Donc il a eu un rôle. C'est pour ça qu'il a été persécuté judiciairement toute sa vie. Pasolini il allait au tribunal une fois par semaine. Il avait des centaines de procès, puisque dès qu'il faisait quelque chose, la démocratie chrétienne, tout ça, l'attaquait en justice. Et souvent,
il perdait. Il n'en a pas perdu pratiquement de procès, mais il en a eu. Dès qu'il faisait un texte, dès qu'il faisait un film, il était attaqué. Aussi bien par... Alors, l'ennemi, c'était à l'époque pour lui la démocratie chrétienne, alors que lui avait beaucoup de sympathie pour la religion chrétienne. Je veux dire, c'est pas une posture de dire je suis marxiste, au contraire. Je veux dire, Pasolini, il était totalement fasciné par les questions de sacré, etc. Mais pour lui, la politique de la démocratie chrétienne, c'était la chose la plus inadmissible possible par rapport à son attente, par rapport, disons, à l'Italie. Donc, ça lui a fait beaucoup d'ennemis et en même temps, ça lui faisait de la publicité. C'est-à-dire que comme il y avait un procès par semaine, on n'arrêtait pas de parler de lui et ce qui était pris à l'époque pour des provocations et qui n'en étaient pas. Ce n'était pas des provocations. Il disait ce qu'il pensait dans une liberté absolue. C'est-à-dire il était absolument indépendant économiquement, il était indépendant de tout. Il était dans aucun parti. Donc voilà, c'était un homme vraiment libre qui n'était pas déterminé par une appartenance à un truc politique, etc. Même si il a quand même eu jusqu'au bout de la sympathie pour les communistes. Quand il n'y avait plus rien, il disait il reste quand même les communistes. Et bon, ça, je le sais directement par le commissaire italien de l'expo Pasolini-Roma, était à l'époque le patron des jeunesses communistes. Et il a bien connu Pasolini, il appelait, il disait amène-moi des jeunes communistes, je veux parler avec eux. C'est-à-dire que pour lui, savoir ce que pensait un jeune communiste dans les débuts des années 70, ça comptait. Voilà, il écoutait bien, il parlait avec eux, donc voilà, il restait un peu cette chose initiale de la sympathie. Moi, je me souviens avoir lu en fait son livre que j'avais trouvé passionnant, Les Écrits corsaires, en fait, qui est un recueil de textes qu'il a publié dans les journaux, je crois, enfin, qui sont des prises de position souvent politiques par rapport à l'actualité. Alors il y a beaucoup d'événements que bon, moi je connais pas très très bien l'histoire de l'Italie, mais il y a quand même des prises de position par rapport à mai 68, enfin par rapport au mouvement de gauche, qui sont assez étonnantes encore aujourd'hui, et que je trouve très intéressantes parce qu'il y a aussi effectivement, comme vous le disiez tout à l'heure, cette analyse en fait de la société de consommation comme en fait une forme de fascisme. Enfin, il me semble qu'il dit que c'est une forme de fascisme pire que celle de l'Italie des années 30-40. Et c'est quand même quelque chose, je trouve, qui est encore. Je me demande si ça reste quand même encore difficile à admettre, je pense, pour beaucoup de gens aujourd'hui. Je sais pas si les gens comprennent finalement ce qu'il veut dire par là. Et peut-être c'est pour ça que c'est intéressant de le revoir ou de le relire aujourd'hui. Est-ce que vous pourriez nous réexpliquer un petit peu voilà, cette pensée en fait, qui place finalement la société de consommation comme quelque chose de plus dangereux finalement que le fascisme originel? Oui, parce que le fascisme, c'est un pouvoir. Il y a ceux qui ont le pouvoir et qui l'imposent par la force, enfin, ou par l'idéologie, à ceux qui, normalement, devraient s'en défendre et s'en défendent. Il y a eu la résistance, si vous voulez. Et lui, il dit, ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que le pouvoir n'a même plus besoin de pouvoir. Le pouvoir, c'est les supermarchés. Il parle d'une rue de Rome où il n'y a plus que les marques, les trucs comme ça. Et il dit, les gens qui sont dans cette rue sont devenus des moutons. C'est-à-dire que les purs consommateurs, ils ne pensent plus par eux-mêmes et ils ne pensent plus leur place dans cette société. Ce qui, pour lui, c'était une conscience essentielle. Et il dit, et il y a pratiquement plus de conscience ouvrière ou de conscience populaire. Le fascisme de la société de consommation a fait que tout le monde a adhéré aux idées de la société de consommation et a voulu consommer, être comme les autres. Et pour lui, sa blessure, c'est que quand il est arrivé à Rome, venant d'un endroit où la sexualité était très refoulée, il découvre que la sexualité à Rome est facile, y compris avec les garçons, etc., parce que ça fait partie de l'espèce d'hédonisme romain. Et au moment où il voit ce qui arrive, il dit, même aujourd'hui, les jeunes, par exemple prostituées,
ne représentent plus rien. Ils sont eux-mêmes des objets, des sujets de consommation. Pour lui, voilà, ça a tout avalé et haine absolue de la télévision, parce que pour lui, cette homogénéisation de la société italienne passe par la télé. Et la télé, effectivement, à l'époque, était le pire des télés d'Europe. Et donc, et il y a des très beaux entretiens où il va à la télé pour expliquer que la télé, c'est l'horreur. Enfin, pour lui, sur l'action de la pas, il s'en fout, je veux dire, c'est pas que ce soit bien fait ou mal fait. Il dit, voilà, ça rentre dans tous les foyers et ça, tout le monde a la même pensée. Comme ça, de la consommation. En gros, c'est son truc. Alors, dans les écrits Corsaire, effectivement, on voit des moments où Pasolini, il est tout le contraire de ce qu'on attend. En 68, ça commence en Italie avant la France. Hein, c'est quelques mois avant la révolution étudiante. Il y va et il revient et il écrit finalement, moi je suis du côté des CRS. Parce que qu'est-ce que c'est les CRS? C'est des paysans, ils n'avaient plus de travail, ils sont venus, la seule chose qu'ils pouvaient faire, c'était ce métier. Aux étudiants, c'est des fils à papa. Alors, enfin, à l'école d'architecture où ça a commencé, c'était effectivement des fils à papa. Il dit, moi, je ne peux pas être avec les fils à papa, je suis avec les paysans qui ont été obligés de faire ce métier. Voilà. Donc, vous imaginez le scandale. Pasolini représentant une sorte de liberté de pensée qui dit voilà, je suis avec du côté des CRS, et la même année, bon, il était quand même assez fou, il écrit une pièce de théâtre et il va la jouer à Rome, alors que les étudiants n'étaient pas à mettre le feu à la salle, à le brûler, quoi. C'est-à-dire, le fait qu'il ait dit ça fait qu'il était devenu, pour l'étudiant, l'ennemi public numéro un. Et il le fait, il y va, c'est Laura Betti qui m'a raconté ça. Tous les soirs, ils entrent sur scène, on leur jette des tomates, c'est-à-dire, et voilà, il essaye quand même que la pièce se joue. Donc, même en termes de courage physique, il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur, il y allait, quoi. Quand il fallait aller quelque part, il y allait, y compris chez l'ennemi. Il allait volontiers à la télévision, s'expliquer. Voilà, c'était pas. Il a eu un appétit de faire passer ce qu'il pensait, ce qu'il comprenait, absolument énorme. Par rapport à ce que vous disiez au début, il n'y a plus aucun cinéaste aujourd'hui, à part Godard, mais bon, qui est à peu près de la même génération, qui a cette force de dire le cinéma, je vais, avec le moyen du cinéma, dire tout sur la société actuelle, sur les mœurs, voilà. Donc, je ne vois pas, effectivement, bon, sans être passéiste, je ne vois pas d'équivalent aujourd'hui dans le cinéma voilà, de cette forme d'interventionnisme tous azimuts de Pasolini. Et peut-être pour finir avec le rapport en fait à la réalité, vous parliez tout à l'heure de l'Italie contemporaine et que Pasolini restait un penseur de référence. Et j'aimerais savoir en fait, est-ce que Pasolini peut nous aider encore à comprendre le monde d'aujourd'hui, finalement, pas seulement l'Italie, parce que j'ai l'impression que comment dire, il y a eu un mouvement d'uniformisation, mais dans peut-être tous les pays d'Europe occidentale, quoi. Et donc, est-ce on peut encore relire Pasolini et réfléchir sur le monde d'aujourd'hui de manière pertinente ou productive, je sais pas, ou est-ce que quand même il reste très attaché à son époque? Enfin voilà, est-ce que Bon, moi, je pense que l'analyse globale, parce qu'en fait, l'analyse globale, elle vient du fait que depuis 1975, finalement, ça a très peu bougé. Il n'y a pas eu une révolution de la société, dans quel sens qu'elle aille, c'est-à-dire après tout, la société italienne ou française d'aujourd'hui, c'est la même, à peu près que celle de, voilà. Même si aujourd'hui la télévision, c'est plus la télévision, c'est les réseaux sociaux qui ont ce rôle de modélisation, de circulation de trucs et tout. Mais en gros, comme il n'y a pas eu de vrai bouleversement de la société, je parle en Europe, évidemment il y a d'autres pays où il y en a eu, l'analyse globale, elle reste évidemment valable, sauf peut-être sur la question du terrorisme, puisque le terrorisme d'aujourd'hui n'a rien à voir avec le terrorisme italien,
des années où Pasolini écrivait sur le terrorisme. Le terrorisme italien, c'était un terrorisme politique, purement politique, enfin, et économique, mais c'est la même chose, c'est-à-dire que il y avait d'un côté des brigades rouges, enfin, il y avait d'un côté des gens d'extrême gauche, et eux, ils s'attaquaient aux représentants du pouvoir. Ils s'attaquaient à l'Omoro, ils tiraient dans les jambes des grands magistrats, c'est-à-dire c'était un terrorisme très très ciblé pour dire, et ils assumaient, ils disaient voilà, on tire sur ce type parce que c'est un juge salopard, etc. Et il défend les intérêts qui ne sont pas les nôtres. Donc ça, c'était assez pur et dur, je veux dire, cette forme-là. Et puis il y a eu en Italie un terrorisme où on tirait, je ne sais pas, sur les gens, mais anonymement. Les brigadistes, jamais. Brigadistes, tandis que les terroristes, alors, sans doute d'extrême droite, et sans doute manipulés par le pouvoir. C'est-à-dire, c'était l'idée de déstabiliser voilà, toute forme de réflexion. Donc, c'était absurde. Mettre une bombe dans une petite gare et tuer des innocents, c'était absurde. Mais c'était pas du tout, parce que la différence, évidemment, elle est énorme, c'est qu'aujourd'hui, le terrorisme, il est lié à la religion. Et il est lié. Il y a une chose peut-être qui est semblable, et encore c'est même pas sûr, c'est que le terrorisme, il prolifère en France dans des situations où des gens ont été élevés dans des ghettos dont la France n'est pas occupée d'eux, etc. En Italie, il n'y a pas l'équivalent de ça. Il n'y a pas eu l'équivalent de ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'analyse du terrorisme actuel, on ne peut pas la faire à partir de Pasolini. Pratiquement pas. Parce qu'il n'y avait pas cette dimension à l'époque, disons, purement idéologique et religieuse. Lui, il y avait de l'idéologie, mais elle n'était pas religieuse. Voilà. Donc, ça veut dire que c'est peut-être le point où aujourd'hui les analyses de Pasolini ne peuvent pas trop servir, voilà, je pense. Mais il reste plein de questions où évidemment ces analyses, elles sont encore discutables. Ça veut dire qu'elles sont encore vivantes sur, je sais pas, sur des points différents je sais pas, par exemple sur la question de l'avortement qui aujourd'hui traverse beaucoup de pays dans le monde en ce moment même. Voilà, il y a des positions comme ça de Pasolini. Alors, ce qui est très beau dans les textes d'Éric Corsaire, c'est qu'il y a une chose qu'il a en tête toujours, Pasolini, c'est le rapport d'éducation et de transmission. C'est-à-dire, il pense toujours le rapport que lui peut avoir avec des gens jeunes et comment il peut leur parler, etc. Donc ça, c'est toute sa vie. C'est lié évidemment à son amour des garçons, enfin des jeunes garçons, c'est-à-dire que la transmission, et voilà, c'était pour lui, mais la pédagogie, enfin, la croyance que s'expliquer, c'est important, que expliquer, ça compte beaucoup, et que c'est peut-être même la meilleure façon d'agir, disons, dans le monde, quoi, à ce moment-là. Pour finir, peut-être, est-ce qu'on pourrait parler de la place de Pasolini dans la cinéphilie? Je pense que c'est, comme vous disiez, c'était sans doute un des cinéastes les plus importants à l'époque. Est-ce que vous pensez qu'il est resté, en fait, ou est-ce qu'il y a un travail à faire peut-être pour, enfin, il y a toujours du travail à faire, mais pour lui garder une place très importante? Voilà, enfin, je dis ça parce que j'ai l'impression parfois que on oublie un petit peu le cinéma italien, enfin, que même des grands noms, en fait, comme Oui. Conti, etc., même s'ils ont été les plus grands et que je pense voilà, qu'ils restent extrêmement importants, on a tendance finalement voilà, à les oublier. D'où l'idée de faire ce cycle aussi. Mais voilà, j'aurais aimé avoir votre point de vue dessus. Bon, Pasolini fait pas partie des cinéastes qui, il y en a plein, hein, qui au bout de 30 ans disparaissent à peu près de la mémoire, en tout cas de la curiosité de revoir les films. Pasolini, jamais. Pasolini, il y a toujours des rétrospectives Pasolini, il y a toujours de la pensée sur Pasolini, il y a toujours des livres sur Pasolini, c'est-à-dire que c'est pas quelqu'un qui est en train d'aller dans un purgatoire. Au contraire, j'ai envie de dire qu'en Italie, c'est évident. C'est-à-dire que Pasolini est peut-être plus important
maintenant disons, qu'il y a 30 ans. Donc, et ces films, comme ils sont peu énigmatiques, que son parcours est assez énigmatique, restent des choses qui questionnent. Et en même temps, bon, il y a aussi le fait que c'est un cinéaste qui ressemble à aucun autre. Et du coup, il y a une singularité, si on suit les films un par un, qui fait qu'on a envie de suivre. Et puis il y a des films, c'est clair que, je ne sais pas si on montre dans un lycée, des lycéens à Marome, je l'ai fait, enfin j'ai été, parce qu'à un moment donné, il était au programme, c'est clair que ça touche. C'est-à-dire, c'est pas de la culture. Enfin, c'est pas de la culture que culturelle. C'est-à-dire que les films de Pasolini ont encore un effet direct sur le spectateur d'aujourd'hui. C'est-à-dire, et même Akatone, et même. Voilà. Et ça veut dire que c'est une œuvre qui n'est pas cataloguée, parce qu'elle n'est pas très catalogable. Et c'est une œuvre qui continue à être active pour des gens qui voient les films. Donc là-dessus, moi, j'ai aucun doute. Hein, et je l'ai vu quand on a fait l'exposition Pasolini-Roma. C'était une grosse expo, c'est-à-dire on l'a faite avec Rome, on l'a faite Paris, on l'a faite avec Barcelone. C'était une grosse expo, donc on avait quand même des moyens. Et on se disait, mais est-ce que les gens vont venir? Parce que si on dépense de l'argent, ça n'a de sens que si le public et ça a été partout formidable. C'est-à-dire à Barcelone, ça a super marché, à Paris, à Cinémathèque, ça a super marché, à Berlin, ça a super marché. Donc, ça veut dire que une expo, c'est des gens qui viennent pas voir un film, ils viennent. Ça veut dire que aller voir une expo, c'est un acte très volontaire. On va voir une expo que si on attend un peu quelque chose, surtout quand c'est pas purement de la culture. Et là, c'est autre chose. Et il y a eu vraiment une incroyable curiosité, enfin, et notamment, ça m'avait beaucoup frappé à la Cinémathèque, du public jeune, qui n'est pas le public majoritaire de la Cinémathèque. Là, il venait parce qu'il suivait le parcours de ce type, qui est un parcours quand même assez unique et extraordinaire. Donc, je pense que l'œuvre de Pasolini, l'œuvre cinéma de Pasolini, elle est encore très vivante. Et que chaque fois qu'on montre un film, ça se réactive. C'est pas le cas. Bon, il y a eu des bons cinéastes où devant lesquels le public n'est plus réactif. Pasolini, oui. Quand on échange, moi j'ai beaucoup fait de choses sur les films de Pasolini, ça marche toujours sur le dialogue. C'est-à-dire les gens voilà, se posent des questions, voient pourquoi ils sont touchés, etc. Donc, franchement, hein, sur les cinéastes, disons, des années 60-70, il fait partie de ceux dont l'œuvre est totalement vivante aujourd'hui. Et elle est toujours relancée. Parce que ce qui est terrible dans le cinéma, c'est qu'à un moment, il y a des cinéastes qui sont des grands cinéastes, et puis à un moment, ils disparaissent. Pour moi, par exemple, le truc le plus choquant, c'est Montero, cinéaste portugais Montero, qui est un immense cinéaste, pour moi un des plus grands, et lui aussi, il parlait indirectement de la société et tout ça. Montero, c'était quand même quelqu'un qui était, il allait, enfin, les festivals montraient ses films, il y avait, et depuis, je ne sais pas, 15 ans, 20 ans, il n'y a plus rien. Je m'aperçois que des jeunes gens, si on leur parle de Montero, ils n'en ont jamais entendu parler. Donc il y a des noms qui s'effacent. Et Pasolini, jamais. Il n'y a jamais eu de purgatoire de Pasolini. Donc c'est bien. Écoutez, oui, on va essayer de le prouver encore cette année en poursuivant le cycle de séances. Je l'espère à partir de décembre. On reprendra à partir de Mama Roma. Alors, si c'est pas possible de faire une séance donc physiquement, peut-être qu'on essaiera de faire un ciné-club virtuel. Voilà, donc on va essayer de programmer ça d'ici là. En tout cas, merci beaucoup pour cette entrevue. Et j'espère que voilà que effectivement que les gens que ça leur donnera envie en fait d'aller voir des films de Pasolini. Et puis que voilà que ça leur posera des questions. Effectivement, il y a pas seulement des films à voir, mais aussi beaucoup de livres à lire. Donc c'est oui, tout un univers à explorer. Voilà. Eh bien, merci Alain Bergala. Et donc, je vous dis à très bientôt, j'espère. En direct ou par Internet. Voilà. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.